C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes des Digital Congo. Amis téléspectateurs de partout où vous nous suivez, et bonjour et surtout merci pour votre marque de fidélité. C'est donc parti pour un nouveau numéro de votre magazine Entretien, et Entretien de ce jour va justement toucher beaucoup de sujets d'actualité. Il faut reconnaître que cette semaine est très riche en actualité. On va parler de la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la partie est du pays, mais également du vote contre la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno, cité dans une affaire de débâcle de Bukangalonzo, parc agro-industriel engloutissant plusieurs millions de dollars. Et puis, pourquoi ne pas aussi parler de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, condamné en appel à 13 ans de prison. L'UNC qui menace de quitter les navires Union Sacrée. Et nous allons discuter de tous ces sujets avec notre invité du jour, M. Roger Kankwende, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec le masque, sensibilisation au coronavirus contre la troisième vague oblige. Bon, troisième vague, première vague, en réalité, pour moi, ça ne veut rien dire. La seule chose que je peux dire, c'est que cette maladie existe chez nous, cette maladie tue, et qu'il n'y a pas d'alternative à la vaccination. On doit se protéger, utiliser les gestes barrières, porter le masque, se laver les mains le plus souvent que possible et éviter d'être dans des endroits très proches les uns des autres pour se protéger soi-même et protéger les autres. Et puis quand on ne se sent pas bien, il faut se faire dépister. Puisque vous parlez de la promiscuité comme l'un des éléments qui favorise la propagation du coronavirus, laissez-moi quand même vous poser cette question. Hier, on a vu le chef de l'État à Butembo tenir un meeting populaire avec plusieurs personnes en même temps. On peut dire que le chef de l'État lui-même aussi ne respecte pas ces mesures barrières. Sincèrement. C'est très compliqué. Mais j'avoue que personnellement, je ne comprends pas. Et je l'avais d'ailleurs publiquement écrit sur Twitter, que les autorités nous aident. C'est tout ce que je peux dire. Que les autorités nous aident, cela peut aussi commencer par le chef de l'État, c'est ça? Entre autres, le chef de l'État, que le protocole d'État s'organise pour qu'il n'y ait pas de manifestations publiques où le président est invité. La province de l'Ituri, du Nord Kivu notamment, sous état de siège, mais en même temps, il y a des tueries qui continuent à s'enregistrer. Et le chef de l'État a décidé justement de fouler ses pieds dans cette partie du pays. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Quelle lecture faites-vous même de sa présence dans l'Est du pays? L'Est du pays est en émoi depuis plusieurs années. Le président a fait de la sécurité une priorité de sa politique. Que le président s'y rende, c'est très bien pour la population de l'Est du pays. Est-ce que sa présence va arrêter les tueries? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il démontre que c'est un sujet qui le préoccupe et qu'il y travaille. Cette partie du pays est en état de siège actuellement. Je crois que l'armée va faire le travail qu'il faut pour sécuriser la population. Un mois après, mais les résultats sont... il n'y a toujours pas ça ne convainc toujours pas, il faut reconnaître. 20 ans ou plus de 20 ans de désordre et de tueries, je ne pense pas qu'on peut régler ça en un mois. Il faut être lucide et parfois être juste. Je ne pense pas que le chef de l'État est un magicien et que le fait de remplacer les gouverneurs civils par des gouverneurs militaires, que ça change fondamentalement quelque chose. S'il s'agissait que de moi, bien sûr, je ne connais pas tout, s'il s'agissait que de moi, j'aurais laissé les gouverneurs civils et renforcer la présence militaire. Mais c'est notre chef d'État, il a pris une décision, nous le soutenons dans ce sens-là et nous soutenons notre armée. Mais à plusieurs fois, on a dit que l'Est du pays avait au moins
21 000 hommes. Mais le chef de l'État parle de magouilles, reconnaît qu'il n'y a pas 21 000 hommes dans cette partie du pays. N'est-ce pas que quelque part, il y a eu mensonge, il y a eu des gens mal intentionnés qui ont bluffé le chef de l'État? Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Si je vais résumer ce que le président a dit, en étant à l'Est, on ne me dit pas toute la vérité, qu'on me ment. Mais j'ai aussi souvent dit, on ne se fout pas impunément de la gueule d'un chef de l'État. Un jour, il va sévir et ça va être terrible. Mais un jour quand? Pendant ces temps, il y a un corps de mort qui s'enregistre. Il est seul maître à bord, il est seul maître des informations qu'il reçoit. Et le moment venu, il va frapper. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas publiquement dire, dans des termes qui lui conviennent le mieux, mais moi je le dis tel que je le perçois, au moment. Quand un chef de l'État dit ça, les gens qui le montent doivent se dire qu'il va certainement sévir. C'est pas aussi un aveu d'échec que je ne maîtrise pas tout de sa part? Non. Non, non, un chef d'État, je répète, ce n'est pas un magicien. Un chef n'est que le résultat du travail des gens qui travaillent avec lui. Un chef d'État ne fait pas. Un chef d'État fait faire. Les informations qui arrivent au chef de l'État, ce sont des informations qui sont déjà mâchées. Il y a des gens qui ont pour spécialité recevoir les informations, les apporter au chef de l'État de telle manière qu'il puisse prendre une décision. Donc, un président qui prend une décision, c'est en âme et conscience, mais sur la base des informations qu'on lui donne. Un chef d'État n'est pas un spécialiste de l'ANER. À l'ANER, il y a des spécialistes qui reçoivent des informations sous différentes formes et qui les préparent. Et ça arrive auprès du cabinet du chef de l'État qui lui transmettent pas 15-20 pages. Un chef d'État n'a pas le temps de lire 20-30 pages. Un chef d'État, il lit une demi-page. Parce que vous vous rendez compte, avec tous les sujets qu'il y a, on parle aujourd'hui de l'Est, mais dans ce pays, on a aussi un problème de famine. Dans ce pays, on a un problème de banque. Mais il y a quand même des sujets de sûreté nationale. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il ne peut pas lire 30 pages. S'il lit 30 pages de tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, après 5 ans, il n'a pas encore fini. Donc, il lit des résumés. Et ces résumés-là, c'est le travail de ses équipes. Son travail est la conséquence de la qualité du travail qu'on lui apporte. Si le travail de ses équipes sont... la qualité du travail de ses équipes est excellente, ses décisions le seront aussi. Pour les cas de l'Est, donc la qualité du travail rendu par... je ne peux pas porter un jugement. Je dis tout simplement que quand le président dit que je sais qu'il n'y a pas 21 000 ici, moi j'en déduis que le ment. Alors qu'est-ce que cela peut apporter dans cette situation qui règne depuis plus de 20 ans dans cette partie? Sa présence, qu'est-ce que ça peut changer de positif? Oui, premièrement, il sait qu'il n'y a pas 21 000 personnes. OK? Donc maintenant qu'il le sait, il va prendre des mesures correctives. Un manager, vous savez, c'est qui? C'est quelqu'un qui fixe des objectifs, qui analyse les résultats. Si les résultats sont bons, il passe à autre chose. Si les résultats sont moyennement bons, il cherche à savoir pourquoi on n'a pas atteint les objectifs et il édicte des mesures correctives. Et je suis convaincu qu'après le tour que le président va faire à l'Est, il va prendre des décisions. Et c'est après. On ne peut pas juger le travail du président de son parcours à l'Est aujourd'hui, tout de suite. Il est en train de récolter des informations. Il faut attendre 3 mois, il faut attendre 6 mois. Pendant ce temps, les gens vont continuer à mourir, non, pendant ce temps, à tuer. Non, pendant ce temps, on espère que des mesures immédiates seront prises pour diminuer les tueries. On peut aussi dire que l'état des sièges ne suffit pas. Non. Le président n'a jamais dit que je décrète l'état des sièges aujourd'hui. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, il n'y a plus de tueries. Il n'a jamais dit. N'utilisons pas les spéculations comme les résultats d'une politique. Vous savez,
Toute personne qui a déjà géré sait qu'il y a toujours un moment pour recueillir des informations, un moment pour les analyser, et un moment pour mettre en place. Mais il a dit qu'il a pris assez du temps. Non. Non. Pour surtout comprendre l'armée. C'est lui-même qui l'a dit. Juger l'état de siège après 3 mois, aussi. Après 6 mois. Non. Écoutez, nous, Congolais, avons souvent tendance à croire que nous sommes une singularité. Nous ne sommes pas une singularité, nous sommes un peuple comme tous les peuples du monde. Ce que les autres n'ont jamais réussi à faire en 1 mois, nous ne pouvons pas le faire non plus. Ne conférons pas à notre président des pouvoirs surnaturels. Il ne pouvait pas en 1 mois stopper les tueries. Je dirais même... Hein, mais il n'a pas fait aussi 1 mois à la tête du pays. Hein. Non. Il a travaillé avec les données qu'il a trouvées, je suppose. Parce que dès l'instant où il décrète l'état de siège, je peux dire que c'est la première décision qui émane de lui et qui lui permet à partir de ce moment-là d'avoir ces informations à lui, des informations de son pouvoir. C'est pour ça que je dis, dans 3 mois, dans 6 mois, on ne jugera plus l'Est par rapport à Kabila, on jugera l'Est par rapport à ce que je peux appeler moi un T0, le temps zéro, qui part du jour où les gouverneurs militaires ont pris possession de gouvernorat de l'Est. 1 mois de l'état de siège. En même temps, la société civile de l'Ituri a fait un bilan macabre. Dans 1 mois, il y a eu plus de 150 morts sous l'état de siège, justement. Mais ça s'explique. Ça s'explique, c'est-à-dire... Écoutez, le gouverneur Bamanis a été là-bas, avec ses équipes, avait une certaine maîtrise de ces territoires. Dès l'instant où vous changez de gouverneur, c'est une nouvelle équipe qui arrive, qui va apprendre. Et pendant que cette nouvelle équipe apprend, qu'est-ce qui se passe? Tous les bandits qui étaient sous surveillance, un double d'intensité. Moi, je l'explique de cette manière-là. Mais je ne vais pas dire que c'est ça la vérité. Logiquement, je pars du principe que si le gouverneur Bamanissa était toujours en poste et qu'on avait renforcé la partie militaire, on venait en appui sur ce que lui faisait déjà. Là, au fait, il y a eu une sorte de désactivation. Et le temps que la nouvelle politique se mette vraiment en place, quand c'est détendu, les bandits trouvent encore la possibilité de faire du mal. Les ADF, bien sûr, aussi. Vous appelez ça comme vous voulez. Personne ne sait exactement. Allié à l'État islamique. On ne sait pas exactement. Si on savait, on arrêterait ce problème-là tout de suite. Parlons aussi de ces enfants qui ont été violemment réprimés parce qu'ils exigeaient la présence du chef de l'État à Béni précisément. Et devant ses élèves, le chef de l'État a tenu à demander pardon, mais aussi à présenter ses excuses. Il a agi un père de famille, je trouve ça extraordinaire. Vous savez, c'est le chef de l'État. Moi, je ne sais pas. Beaucoup de gens, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens comprennent ce qu'il a dit. C'est un chef d'État qui demande pardon publiquement aux enfants. Après avoir reconnu ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Non, on a réussi à la même chose. Quelque part, il a dit... Même à travers les médias, il n'a pas suivi. Vous savez, si un chef d'État va commencer maintenant à s'occuper de rumeurs... Même à travers les médias. Quels médias? C'était diffusé, Digital Congo a diffusé... Mais moi, je vais vous dire une chose. De la répression dont ces enfants ont été victimes. Moi, les médias de ce pays doivent vraiment s'interroger. Vous, journalistes, vous devez vous interroger. Si vous voulez vraiment que votre métier soit un pouvoir, il faut que la déontologie et la déontologie
soit toujours votre seul souci. Le chef de l'État qui présente des excuses, qui demande pardon. Oui, il demande et pardon. Qui reconnaît ne pas être au courant des violences dont ses enfants étaient victimes. Mais pourquoi vous voulez que je doute? Moi, je prends ça à ma manière. Je dis, le président a dit, on me ment. On ne me dit pas toute la vérité. Vous savez, les images, je les manipule aussi. Hein. Vous le savez mieux que moi. Il y a eu un enfant sur place qui n'avait pas de bras. Je vous dis que le président... Ce qui est important pour moi, c'est quoi? C'est que le président a parlé et demain, il ne peut pas dire que je ne sais pas. Okay. Je pars toujours d'un T0. Mais je vais surenchérir. J'estime même que quand le président n'est pas sous le filtre du protocole, quand le président ne s'exprime pas après avoir pris note de tous les conseils de son entourage, il est juste dans son comportement. La preuve, c'est qu'en présence des enfants, il s'est présenté lui en tant qu'homme, avec son éducation. Et beaucoup de choses qu'un président fait, c'est la conséquence des notes qu'il reçoit. Oui, parfois, c'est ce qu'on appelle l'indifférence d'un chef de l'État. C'est un conseil qu'il reçoit de ses hommes de confiance en disant « Non, ce n'est pas le moment. » Mais ce n'est pas le moment. Ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais parfois 1 mois, 2 mois. Après, on dit « Ouais, il est indifférent. » Non, on ne peut pas être indifférent quand on est chef de l'État. On en souffre d'une manière complètement différente. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se laisser abattre non plus. Vous savez, je ne connais pas... quelle est la population de l'Est. Le problème, c'est que lui, il a les 80 millions. Hein. Il peut reconnaître que là-bas, qu'il y a un problème, mais il ne peut pas délaisser non plus ce qui arrive. C'est pour ça qu'il doit être quelqu'un qui peut avoir une expression extérieure d'insensibilité, mais ben, je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un qui dort comme vous et moi. On va changer alors de sujet pour cette fois-ci parler de l'Union sacrée. Je ne sais pas si je vais appeler ça coalition, plateforme autour du président de la République. Le chef de l'État, avant de quitter Kinshasa pour se rendre justement là où il se trouve, dans l'est du pays, a tenu une réunion devant les sénateurs de l'Union sacrée, donnant des directives, notamment en ce qui concerne les différents votes au niveau de la Chambre haute du Parlement, concernant aussi les cas Matata Ponyo. Mais après cette réunion, les sénateurs n'ont pas voté, et surtout ce qui était très attendu, la levée des immunités de Matata Ponyo. On peut aujourd'hui dire que la majorité Union sacrée, pour ne parler que du Sénat, cette majorité laisse encore à désirer, cette majorité a encore à faire de preuves. Écoutez, quand on parle de majorité aujourd'hui, je crois que quelque part, nous acceptons nous-mêmes une tromperie. Il n'y a pas de majorité. Il y a un groupe de gens qui ont trouvé le moyen de siphonner les caisses du trésor public en se disant qu'ils sont pour le président de la République et qui voteront à chaque fois qu'il va mettre la main à la poche. Le cas de la levée des immunités de Matata Ponyo, à ce point de vue-là, est clair. Le président a rencontré les sénateurs. Déjà, juste une parenthèse, moi je suis contre le fait que le président, l'institution présidence, puisse avoir la main mise sur l'institution Parlement. Parenthèse fermée. Mais ceci dit, le président a rencontré les sénateurs. Le président ne leur a pas dit votez l'immunité, la levée des immunités de Matata Ponyo.
je crois que le président a dit, ne faites pas entrave à la justice, en substance. S'il était question, si le président avait intérêt, en tant que futur candidat, avait intérêt à ce que Matata soit absolument, perde absolument ses immunités, soyez-en sûrs, les sénateurs auraient reçu plus d'argent, pas directement du chef de l'État, parce qu'il y a des gens autour du président. On parle de plus offrant, hein. Il semblerait qu'il a donné, mais Matata... Mais non, mais dans les cas d'espèce, je doute. Hein, oui. Non, dans le cas d'espèce, je doute que le président ait fait quoi que ce soit. De l'autre côté, je ne sais pas. Le président n'a pas dit voter pour la levée des immunités. Mais quand il dit déjà qu'il ne faut pas faire obstruction, il ne faut pas entraver à la... oui, mais il part du principe que de bonne foi, il a affaire aux parlementaires. Moi, je vous dis que je ne crois pas en ces gens, et ce n'est pas la première fois que je le dis. Aux sénateurs membres de l'Union sacrée. Je ne crois pas ces gens-là. Vous savez, la Constitution, notre Constitution, c'est l'émanation du Parlement. OK? Qui mieux que le Parlement connaît bien les articles de cette Constitution? Et si ce Parlement, c'est entre guillemets élu, ont créé la confusion qu'on appelle aujourd'hui Union sacrée, c'est qu'ils ne sont pas là pour le peuple. Union sacrée confusion. Ils sont là pour ce qu'ils peuvent tirer en profitant de leur position. Si vous voulez que je vote, vous me donnez l'argent. À qui la faute? N'est-ce pas au distributeur automatique des billets de banque? Moi, je risque de vous choquer. Vous direz que je n'ai pas une position fixe. Moi, je n'étais pas content de la manière dont les choses s'est passées jusqu'au clash. C'était anormal que des individus se permettent de défier les chefs de l'État. Ça, on l'oublie un peu trop vite. Mais c'est déjà du passé. Non, 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 ce n'est pas du passé. Le problème, c'est que nous subissons les effets de ce que les gens ont fait jusqu'au clash. Ne soyons pas amnésiques. On ne pouvait pas dans ce pays continuer à vivre avec des gens qui s'estimaient plus forts que les chefs de l'État. Mais ils ne sont plus aux commandes. Non, 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 je vous dis tout simplement que si nous ne tenons pas compte de ça, nous ne comprendrons pas ce que nous vivons. Ce que nous vivons est la conséquence de quelque chose. Est-ce l'idéal? Non, ce n'est pas l'idéal. Mais une chose est sûre, le président de la République a les mains libres, mais au vrai sens du terme. Aujourd'hui, il a les mains libres. Ce qui revient à dire qu'en 2023, il ne pourra pas utiliser l'argument sur lequel je n'ai pas mis en place ma politique à cause de. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idéal aurait été de continuer avec la coalition FCC-CACH. Mais c'était impossible. C'était impossible. On arrivait à 2023 dans ces conditions-là, avec ou sa campagne, moi, j'aurais voté le président Tshisekedi. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'allais pas demander qu'il y ait un bilan. Parce que le seul bilan que je retiendrai, c'est qu'il a eu 5 ans pendant lesquels il y avait un groupe de gens qui s'estimaient plus forts que lui. Il a mis un terme à ça. Est-ce que nous sommes dans une situation idéale? Non. Je reconnais que nous ne sommes pas dans une situation idéale.
D'ailleurs, moi, mon souhait à moi, honnêtement, ce serait que le président puisse marginaliser ce Parlement. C'est-à-dire qu'il gouverne, qu'il les ignore. Mais alors, qui font Bati Lukwebo, Mbosoko Diampouanga, qui aujourd'hui se revendiquent aussi être membre de l'Union sacrée, mais dans le fait, il y a toujours des couacs, il y a toujours de petits problèmes. Le même Mbosso ou Lukwebo, c'est qui? Ce sont des présidents des chambres. Ils ont juré fidélité, loyauté au chef de l'État. Oui. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc ce sont les députés et les sénateurs le problème. Oui, mais moi, je vais vous donner un exemple. Hein. Le cas du Congo est comparable à une veuve. Une veuve qui a des enfants, à qui le mari a laissé un patrimoine, et puis cette veuve se retrouve maîtresse d'un homme qui a aussi des enfants. Et ce monsieur vient dire à un tel enfant, toi, je vais te acheter un billet pour aller en Europe. Toi, je vais faire ceci pour toi. Il commence à vendre le patrimoine de la famille. Et maintenant, les enfants se disputent. Il y en a qui sont contre, mais ceux à qui le papa a promis de partir en Europe, et ceux-là le défendent. C'est un peu le cas du Congo aujourd'hui. Les députés, ils ne sont pas les propriétaires de ce pays. Ils ne défendent pas l'intérêt de la population congolaise. Mais il y a des gens qui sont là pour défendre les politiciens. C'est ça qui est anormal. Nous devions, dans ce pays, avoir une population qui défend les intérêts du pays. Or, les gens dans ce pays défendent des politiciens. C'est pour ça que nous en sommes dans cette situation-là. Est-ce normal aujourd'hui de trouver des gens qui défendent quelqu'un qui est réputé voleur? On le défend pourquoi? Parce que ce qu'il a volé t'appartient à toi aussi. N'est-ce pas quelque part aussi, Jules Lingueté, l'inspecteur chef des services de l'IGF, quand il dit que les vrais Mboto sont au Sénat, les vrais voleurs, mais il a raison, entre guillemets, sont au Sénat, c'est pourquoi les loups ne se mangent pas entre eux, ils se protègent. Il a raison. Il a raison, le Sénat, comme le Parlement. Moi, ma proposition, les gens la connaissent. Il faut changer la Constitution. L'immunité doit être levée automatiquement. Mais possibilité donnée aux chambres de venir en opposition si un parlementaire est poursuivi pour des faits relevant de sa fonction de député ou de sénateur. Mais quand on parle de quelqu'un qui a volé, le Parlement ne peut pas intervenir. Et surtout, on parle de la débâcle d'un parc qui a coûté plusieurs millions de dollars, plus de 200 millions de dollars américains. Oui. Un fiasco titanesque. Non, on a un défaut au niveau de la Constitution. Il faut que la levée de l'immunité soit automatique. Une fois qu'un juge décrète, la levée est automatique. À charge maintenant aux chambres, après analyse, de dire non, nous sommes contre cette levée d'immunité parce que l'élu est attaqué parce qu'il a commis un acte en tant que parlementaire. La Cour qui vient encore de saisir le Sénat, est-ce que ça vaut la peine, n'est-ce pas? C'est parti pour de contre-attaque, attaque, contre-attaque. Ben vous savez, moi je crains. Je crains qu'on en arrive à une situation où que les juges désobéissent au Parlement. Ils en ont le pouvoir. Hein. L'immunité, ça veut dire quoi? Ne touchez pas quelqu'un
sans notre autorisation. Mais le jour où on aura la certitude que le Sénat ou l'Assemblée nationale deviennent une sorte de repère de bandits, un repère de voleurs, hein, les juges n'auront plus besoin de leur quitus. Hein. Là, on respecte la procédure. Mais arrivera un moment. Mais vous savez, en règle générale, quand vous ne respectez pas ce qui est prescrit par la loi, c'est la clameur populaire qui fait que les juges, à un certain moment, se sentent un peu mal à l'aise. Vous vous rendez compte, si vous allez arrêter quelqu'un et que la clameur publique parce que là, ils sont tournés en bourrique, hein, il faut reconnaître, non? Non, je vais vous dire, un jour viendra, les juges n'auront plus besoin des quitus du Parlement. Alors, qui conseillez-vous à Matata Ponyo qui... Je n'ai pas à conseiller, j'ai rien à conseiller. S'il vous plaît, Matata Ponyo qui, hier, vantait à partir du Conakry, quittait la Guinée, des retours à Kinshasa pour affronter la justice, qui est lui-même déjà aussi qualifié d'instrumentalisé politiquement, il arrive à Kinshasa, Matata attend les quitus alors de ses collègues pour aller se présenter à la justice. N'est-ce pas quelque part, il a aussi quand même ces devoirs-là, soit de renoncer à ses propres propos quand il vantait venir affronter la justice, on les place de se camoufler derrière les sénateurs qui voteraient, d'ailleurs lui-même aussi les a remerciés en disant qu'ils ont prouvé qu'il est innocent. Mais il n'y a que les juges qui peuvent dire si quelqu'un est innocent ou pas. Mais pour couper court, je dirais l'honneur et la dignité. Les grands technocrates. Ça n'existe pas chez nous. Les gens n'ont pas honte. Vous savez, quand il y a un deuil dans un quartier, où habite un ministre, où on va demander l'aide pour enterrer? Nulle part. Hein. On va chez ces gens-là. Qui on appelle Yamukolo dans la rue ici? Dans la plupart des cas, ce sont des politiciens. Des politiciens qui, du jour au lendemain, deviennent millionnaires. Et l'argent, ça vient d'où? L'homme de la bonne gouvernance. Ouais. Leadership. Non. Quand on est digne, on se présente soi-même. On refuse les quitus. Quand on va demander les quitus, c'est qu'on ne veut pas se présenter devant les juges. Il a aussi peur parce que lui-même n'a pas honte, n'a pas de culot pour... En fait, il a même ses culots en fait, de qualifier la justice des politiquement instrumentalisés. Je vous ai dit que la dignité et l'honneur, ça ne veut rien dire dans notre pays. Quelqu'un qui agit comme ça, quand il sort, même il passe dans la rue, là, chez tous les jeunes qui sont en train de critiquer, et qui distribuent 1000 francs à chacun, ces mêmes jeunes vont commencer à danser. L'honneur. Union sacrée, on peut dire que son avenir est scellé. L'Union sacrée n'a pas d'avenir. Si. Mais avec l'UNC qui menace de se retirer aussi. Bon, écoutez, moi je vais vous dire. Avec les députés qui constituent la force de cette union sacrée, mais qui, par moment, ne respectent plus le mot d'ordre. Non. Les sénateurs qui ne respectent plus le mot d'ordre. L'UNC, puisque vous abordez le sujet, l'UNC et l'UDP... Nous n'avons que 5 minutes. Hein. C'est ce qu'on appelait cash. OK? Cash est vendu publiquement comme une alliance entre deux partis politiques. Mais dans mon entendement, Cash, c'était l'accord de Nairobi entre les politiciens Kamere et les politiciens Tshisekedi. Des gens qui, à ce moment-là, étaient dans la même position, qui pouvaient faire alliance en tant que deux individus. Ils ont signé leur accord, que je considère, moi, comme un accord entre deux personnes, parce que dans notre pays, on ne défend pas une idéologie.
Ce n'est pas un secret. Dans notre pays, on défend des individus. Le problème, c'est que l'un d'eux est devenu chef d'État. Donc, l'individu qui avait signé un accord avec son égal à Nairobi se retrouve au pouvoir avec un qui devient chef d'État, qui n'agit plus en tant qu'individu, mais en tant qu'élu du peuple, à qui on demande d'être fidèle à un accord qu'il a signé quand il n'était qu'un individu. Mais c'était un accord du pouvoir, un accord du partage du pouvoir. Oui. Oui. C'était, ben voilà, Tshisekedi demain président, et après Tshisekedi, ce sera moi Kamere. C'était ça. Je vais vous dire une chose. C'était le partage du pouvoir. Vous croyez vraiment que si le président Tshisekedi était sûr d'être élu, allait signer un accord qui scellait son sort pour 2023? Vous croyez vraiment que si Vital Kamerhe était sûr que Tshisekedi sera élu en 2018, qu'il allait sceller son propre sort pour 2023? Je ne pense pas. Je crois qu'au moment où ils ont signé ça, les intentions étaient ailleurs. Alors, Kamerhe est condamné en appel à 13 ans de prison, l'UNC qui est dans tous ses états. Qu'est-ce que l'UNC peut faire en ces moments? Continuer au sein de l'Union sacrée, au sein du cash, ou bien se retirer, et retirer même aussi ses membres au gouvernement? Vous savez, quand vous êtes entre deux choix, optez pour le choix qui vous permet de vivre. C'est-à-dire rester au pouvoir. Oui, on ne reste pas au pouvoir pour rester au pouvoir. On reste au pouvoir aussi pour soutenir le chef de l'État. Les mêmes chefs qu'on accuse... oui, justement, parce que si l'UNC part du pouvoir aujourd'hui, va réaliser deux pertes. Premièrement, ne plus être dans les institutions, et puis deuxièmement, se retrouver dans l'opposition. Et être dans l'opposition, je ne pense pas que ça puisse être la position idéale pour défendre les intérêts de Vital Kamerhe. Il faut rester dans les institutions, mais aussi profiter des cotisations, parce que non, pour faire fonctionner les partis. Non, je crois que rester dans les institutions sans accuser le président d'être responsable d'une décision prise par la justice. Ok. Mais il faut quand même aussi reconnaître que déjà l'UNC a demandé à ses parlementaires de suspendre leur participation à toutes les réunions de l'Union sacrée. C'est déjà parti pour un malaise qui ne dit pas son nom. Je vous ai dit ce que je pense de l'Union sacrée. Donc, je ne vais pas me répéter là-dessus. Même concernant même la relation qu'il y a entre Kamerhe et Tshisekedi, entre la famille Kamerhe et la famille Tshisekedi. Il y a déjà la méfiance est installée. Hein, faut écoutez, ça. Parlons des choses de l'État. Ce qui se passe au niveau personnel n'intéresse pas l'État. Ça commence de l'État jusqu'à avoir des... Non, ce qui est important, c'est que est-ce que la relation UNC-UDPS apporte quelque chose à la création de la richesse de ce pays? Puisque vous en parlez, je vais poser la dernière question. Ouais. Ceux-là qui associent l'UNC à l'UDPS à partir de l'accord du Nairobi sont dans le faux. Parce qu'ici, vous venez de dire que Kamerhe et Tshisekedi ont signé l'accord de Nairobi comme étant des individus, rien à voir avec leur formation politique respective. Ben c'est clair. Parce que, pourquoi ils sont dans le faux? Parce que je n'entends pas l'UNC parler en termes d'idéologie. La revendication de l'UNC ne porte pas sur l'idéologie. Ils défendent un individu.
qui est innocent, selon l'UNC? Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à ces débats-là, parce que moi, ce qui me choque dans le programme des 100 jours, ce n'est pas le sort des individus. C'est l'argent que vous et moi avons perdu. Tout le monde parle d'individus comme si ce pays n'a pas perdu des millions. Le vrai scandale, ce ne sont pas les individus. Le vrai scandale, c'est cet argent qu'on pouvait utiliser pour construire des hôpitaux, cet argent qu'on pouvait utiliser pour construire des écoles. Nous sommes dans un faux débat quand on parle des individus. Moi, j'aurais aimé qu'on nous démontre que cet argent n'a pas été volé. Il y a eu disparition de millions de dollars. C'est plus important d'aborder le sujet sous cet angle-là que sous l'angle des individus, Tshisekedi, Kamere ou Bitakwira. Monsieur Roger Kankwende, merci. Merci à vous aussi. Pour votre disponibilité. C'est par ici que s'est terminé le magazine Entretien de ce jour. Le prochain rendez-vous, c'est à très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.